L'un des problèmes majeurs qu'on rencontre dans le monde du développement et de la data science en particulier, c'est la variabilité des environnements de développement. Les différentes versions de package, de systèmes d'exploitation et de dépendance peuvent entraîner justement des conflits difficiles à résoudre et à reproduire. Et c'est là justement qu'intervient les dev conteneurs. Avec les dev conteneurs, tout ce dont un projet a besoin pour fonctionner, c'est un fichier de configuration permettant ainsi d'avoir un environnement unique pour les développeurs et reproductible, indépendant justement d'un système d'exploitation. C'est justement l'objet de cette vidéo. On verra ensemble ce que c'est qu'un dev container et pourquoi il est indispensable de l'utiliser dans le cadre de vos projets pour en finir avec les maux de tête liés à votre environnement de développement. Allez, c'est parti, générique. Dans cette vidéo en particulier, on parle des dev conteneurs qui viennent résoudre en fait en réalité un problème épineux que rencontrent les data scientists, à savoir la variabilité des environnements de développement. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montre un exemple pratico-pratique suite à la discussion avec Brice de comment ça marche un dev conteneur et vous verrez la puissance de cet outil dans le cadre de votre travail en tant que data scientist. On a tous été surpris une fois d'avoir notre modèle qui tourne sur notre notebook. Et puis, quand on le sort du notebook, ça ne fonctionne plus. Donc, tout ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, en tout cas, de par de mon expérience personnelle, euh, quand j'ai voulu justement aller vers tout ce qui est mise en production, je me suis rendu compte que j'avais, on va dire, un déficit dans la partie software engineering. Donc ça tombe bien. Avec toi, on va décortiquer tous ces sujets-là. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment on setup un environnement de développement qui soit reproductible, qui soit partageable dans le cadre d'un projet de data ou d'IA. Quel est pour toi le setup parfait? Ok, ça commence dur, hein. Ouais, ça rentre dans le vif Euh, du sujet. donc, comment setup un environnement? Je dirais déjà, en général, j'aime bien parler de contexte business ou des trucs comme ça, mais concrètement, je vais te dire déjà un outil, Docker, pour setup un environnement. Je dirais Docker. Et comment on fait pour setup un environnement finalement de la dev à la prod? Pour moi, je dirais que il faut recenser un peu tout ce dont on a besoin pour, pouvoir, déployer et aussi, évidemment, il faut avoir fait toute la partie, contexte métier, études business. Parce qu'il faut se rappeler qu'à la fin de la journée, on essaie de résoudre un problème, on essaie de créer un produit data ou IA pour résoudre un problème business et donc il faut essayer de se mettre dans l'environnement qui convient. Comment on fait? Concrètement, moi, ce que j'ai, comment dire? Pratiqué sur les 3 dernières années surtout, c'est beaucoup de Docker. Donc Docker à la base de tout, parce que l'idée, c'est de pouvoir tout développer grâce à Docker dans le même environnement qu'une équipe de 5-10 développeurs, voire plus, aient tous le même environnement de développement et que cet environnement de développement qui est similaire entre les développeurs soit ISO, donc pareil que la prod, l'environnement de prod. Ça évite ce fameux problème ça marchait pourtant sur ma machine, qu'on peut avoir rencontré non seulement en tant que développeur, mais aussi en tant que data scientist. Donc, on a tous été surpris une fois d'avoir notre modèle qui tourne sur notre notebook. Et puis, quand on le sort du notebook, ça ne fonctionne plus parce que les environnements sont différents, l'environnement de production est différent, et ainsi de suite. Donc, je dirais Docker vraiment pour rendre ISO les environnements. Mhm. Et puis, Docker, ça s'utilise à plusieurs étapes. Donc, premièrement, pour avoir tous les packages dont on a besoin, toutes les librairies dont on a besoin pour le modèle qu'on va être en train de développer. Ensuite, ça va être utile Docker pour binder et packager le modèle, puis pour faire des tests et enfin pour déployer. Donc ça va s'utiliser vraiment dans toutes les étapes du cycle de développement d'un modèle, Docker et voilà, donc je dirais Docker comme outil principal et après, en fonction de plein de choses, plein de critères qui peuvent être propres à la boîte, propres à ses moyens, on va déployer un Docker soit sur un cluster Kubernetes, soit sur une VM, soit, sur du serverless comme avec Cloud Run ou d'autres services, similaires chez d'autres, cloud providers et au final tout dépendra de
du contexte business une fois de plus. C'est-à-dire que on va pas déployer une application sur un cluster Kubernetes alors qu'on a deux trois utilisateurs. Ça n'a Hmm, pas de sens. hmm. C'est Ok. quand on commence à avoir un gros volume d'utilisateurs qu'on a besoin d'un certain niveau de performance, de disponibilité, qu'on va aller, par exemple, utiliser Kubernetes, et même pas dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a des cas où des services serverless, donc sans serveur, vont être plus adaptés. Et tous les outils que je viens de citer, finalement, donc, que ce soit une VM, Kubernetes ou un Cloud Run, vont prendre en charge Docker et on va pouvoir déployer dessus. Ok, ça facilite en fait le déploiement. Ouais, donc Docker facilite le déploiement. Ça, grosso modo, c'est comme si on mettait tout dans des conteneurs, justement. On met tout ce dont on a besoin pour une application dans des conteneurs. Et puis après, on peut l'utiliser dans plein d'environnements différents, sur plein de PC différents. Et on a tous la même chose, quoi. Ok, parfait, c'est très clair. Euh, on a parlé de conteneurs au début de l'échange. J'aimerais que tu reviennes sur un outil que Ouais, je trouve particulièrement intéressant, c'est les dev conteneurs. ok. Justement, dans cette logique, dans cette optique de mise en place justement d'un environnement de développement complet et reproductible par les équipes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, les dev conteneurs, c'est... Donc, Docker, c'est déjà formidable. Enfin, et Docker aussi, on a un abus de langage. Quand on parle de conteneurs, on pense directement à Docker. Il y en a plein, il y en Et a plein. Docker, c'est Ouais, juste un provider ouais. de solutions de conteneurs, quoi. Mais il y en a d'autres. On a d'autres outils qui permettent de faire ça, mais Docker, c'est le principal. Alors, qu'est-ce que les dev containers? Les dev containers, c'est une solution qui permet de packager son environnement de développement et de finalement le rendre accessible sur un IDE de manière très, très facile. C'est-à-dire que je crois qu'à la base, mais ça va vérifier, mais je crois qu'à la base, c'est une initiative de VS Code. Parce qu'aujourd'hui, sur IntelliJ, c'est disponible, je crois. Mais l'idée avec des dev containers, c'est que on va avoir dans chaque projet de code qu'on va avoir finalement, on va avoir un fichier de configuration qui va nous permettre de définir tout ce dont on a besoin pour coder dans ce projet. C'est-à-dire qu'au début, on a parlé des environnements Python, comment on fait pour avoir un bon environnement Python, etc. Donc là, j'ai dit UV, on installe UV, on installe les packages qu'on veut, etc. Bah là, ça va plus loin. C'est que lorsque on va arriver dans une équipe, dans une entreprise, une fois qu'on va cloner le code chez soi, on va être capable, sans faire aucune installation, mais en cliquant sur deux ou trois boutons sur VS Code, d'avoir tout l'environnement de développement qui est disponible. On n'a plus rien à installer. C'est-à-dire que si c'est un projet dans lequel il y a, par exemple, une API qui a été développée et que moi, je dois faire évoluer cette API, une fois que je prends ce projet et que j'ai bien Docker qui est installé sur ma machine, et j'ai VS Code ou un autre éditeur qui supporte les dev containers, bah, je vais pouvoir commencer à travailler en 5 minutes, le temps que bah, la configuration se fasse, quoi. Après avoir cliqué sur deux ou trois boutons, pour faire simple. Donc c'est ça les dev containers. C'est hyper rapide. Pour donner un ordre d'idée, moi c'est un peu un de mes faits d'armes de ce dont je suis content, c'est que dans la startup où j'étais avant, Heu, j'ai mis ça en place, j'ai mis en place les dev containers et là où on peut passer 2 ou 3 jours à installer, heu, bah, Python, plein d'outils parce que du coup on était sur des applications avec pas mal de techno. Donc, il y avait du Scala, il y avait du Python, il y avait plein de choses et il y a du cloud, donc il faut installer SDK des clouds, enfin il y a plein de choses. Là où on peut être amené à faire tout ça, bah, avec juste le dev container, en 3 heures au lieu de 3 jours, tu as un environnement, tu peux commencer à coder. Donc quand je dis 3 heures, c'est le temps de, configurer ton PC, mettre, télécharger, Chrome par exemple, comme quand tu as un nouveau PC, tu télécharges peut-être ton navigateur préféré, tu télécharges, un IDE, tu télécharges Docker et puis à partir de là,
tu clones aussi les projets de code. Et dans chaque projet, tu vas avoir finalement bah, le fichier qui définit quels sont finalement, quel est l'environnement de développement du projet. Et puis en 3 boutons, comme je dis, en 3 boutons peut-être la première fois, et après, bah, tu as pu à cliquer. Quand tu ouvres ton projet, après, tu es prêt à développer, il y a ça vit, enfin, ça reste quoi. Et puis, enfin, c'est d'une facilité dès qu'on s'y attend pour standardiser, harmoniser le workflow de déploiement, de développement, pardon, dans une équipe. Ça permet d'aller plus vite. Ça permet d'onboarder plus vite. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, il est opérationnel beaucoup plus vite. Comme je disais, en une matinée, plutôt que 3 jours, 4 jours, voire plus des fois. Ça permet aussi d'avoir finalement une abstraction qui permet qu'à chaque fois que quelqu'un découvre un bug au niveau un peu environnement, par exemple, il y a une façon d'installer tel ou tel package qui a évolué, ou un package a fait évoluer, bah, on va le fixer une fois, on va le partager sur le dépôt de code, et ce sera fait pour tout le monde. Et il n'y aura pas besoin, parce que ça permet finalement d'avoir une erreur une fois par équipe. Ok. C'est-à-dire que je me rappelle que moi, quand j'ai découvert ça, c'était aussi à l'époque où, je me rappelle, on a eu des problèmes. Donc, j'avais commencé à maintenir dans notre boîte, j'avais commencé à maintenir un fichier Excel de nos erreurs. Donc, une sorte de base de données des erreurs qui arrivaient chez nous pour que, quand quelqu'un rencontre l'erreur, qu'on puisse la fixer rapidement. Parce que des fois, on va fixer l'erreur, parce que les projets peuvent souvent avoir la même erreur qui se reproduit chez différentes personnes. Mais quand ça va arriver, on va se rappeler: «Ah, bah, j'avais fait ça avant, Hmm. j'avais déjà fixé cette erreur Je ne et je sais me plus. rappelle plus comment j'avais fait, quelles ressources, Stack Overflow, et cetera». Donc j'avais fait simplement un Google Form, avec un fichier Excel derrière pour, enregistrer les erreurs et traquer, pouvoir, comment dire? Finalement résoudre très rapidement les problèmes qu'on a déjà rencontrés. Et ça fait que ce fichier est devenu obsolète. Dans le sens où, quand on avait résolu une nouvelle erreur, bah, on la pousse dans l'environnement de déploiement de développement sur la configuration du dev container, et puis elle est disponible pour tout le monde. Il y a juste besoin de pouler, tout le monde poule le projet à nouveau et a les configurations, adéquates pour le projet. Ok, c'est parfait. Donc ça, c'est l'idée du dev container. Il y a même encore un truc que j'ai découvert récemment qui s'appelle DevBox. Et c'est encore beaucoup plus intéressant. Bon, je pense qu'il faut que je teste assez pour me faire un avis vraiment bien étayé, mais c'est encore beaucoup plus intéressant parce que ça ne nécessite même pas Docker, je crois. Oui, ça ne nécessite même pas Docker parce que j'ai pas eu besoin de Docker pour l'utiliser. DevBox. Ok. DevBox, C'est ouais. une extension VS Code. C'est une extension VS Code, ouais. Et enfin, il y a un package et il y a une extension VS Code. Je ne sais, j'ai pas encore regardé si ça existe chez d'autres navigateurs. Et j'ai l'impression qu'on peut l'utiliser tout simplement avec son terminal. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui fait du Vim, Mhm. je pense que tu peux utiliser DevBox parce qu'en fait, ça te crée un terminal. Dans VS Code, ça te crée un nouveau terminal et ça installe toutes les dépendances dont tu as besoin dans ce terminal-là. Ok. Et puis, tu es prêt à bosser, quoi. Et du coup, c'est toi qui setup le C'est DevBox. toi qui setup le DevBox. Ouais, en fait, c'est un peu Dev comme l'idée du container. dev container. D'accord. Tu as un fichier de Config. config aussi. Et dans ce fichier de config, tu vas mettre finalement tout ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que je fais au démarrage, quels sont les packages dont j'ai besoin dans ce DevBox et autres. Et en plus, là où ça va loin, c'est que ça communique avec le terminal que tu as actuellement. C'est-à-dire que dans ton terminal actuel, si tu as, je dis une bêtise, tu as FastAPI qui est installé en CLI, bah, tu peux l'utiliser dans le DevBox sans avoir installé FastAPI. Ok. Là où ça peut aussi être un problème, hein, parce que j'ai pas encore poussé les limites, mais ça peut aussi être un problème parce qu'on parle d'isoler des environnements. Donc là où dans le dev container, c'est C'est plutôt isolé. isolé, et donc tu es sur une nouvelle machine quasiment. Là, sur DevBox, bah,
des outils que tu as sur ton terminal local, tu peux les avoir sur le DevBox. Alors, comme Brice l'a évoqué dans notre échange, les dev conteneurs viennent résoudre en fait du coup un problème majeur qu'on rencontre souvent dans le cas des projets de développement. Il s'agit de la variabilité des environnements de développement. Donc, les différentes versions de package, de dépendance vont rendre difficile finalement la manière de résoudre les conflits et surtout de les reproduire. Et donc, c'est là où intervient finalement les dev conteneurs. Grâce simplement à une configuration simple dans un fichier, on va pouvoir reproduire notre environnement, l'utiliser indépendamment finalement de l'OS qui est utilisé. Donc, c'est très puissant et donc c'est ce qu'on va voir directement dans cette vidéo. Pour ça, je vais utiliser UV, qui est un manager de version Python qu'on a vu dans cette vidéo, je pense à plusieurs reprises. On l'a vu dans la session également de l'échange qu'on a eu avec Brice sur comment il fallait installer Python sur l'ordinateur. Et j'ai également fait une vidéo sur UV PyProject.uml pour démarrer un projet comme cela se doit. Donc, vous n'avez pas d'excuses, jetez-y un coup d'œil si vous voulez savoir ce que c'est qu'UV. Et nous, dans cette vidéo, on va l'utiliser du coup pour pouvoir faire la démonstration de comment ça se passe finalement dans un projet typique data science, comment on peut démarrer un projet de manière reproductible et pouvoir utiliser finalement la puissance des dev conteneurs. Alors, donc ici, ce que je vais faire, simplement, je vais initialiser donc mon projet en utilisant UV init, ok? Et là, ici, je lui indique tout simplement de choisir une version Python, Python 3, parce que j'ai pas Python même installé directement sur mon ordinateur. Donc, je lui demande d'utiliser donc le Python Python 3 qui est ici, ok? Mais si votre ordinateur, si vous avez déjà Python installé, vous pouvez simplement faire UV init et cela va initialiser en fait votre projet, ok? Donc là, je fais ça. Comme vous allez le voir ici, cela va me créer en réalité une version de Python, ici en l'occurrence 3.9. Cela va me créer également un autre, voilà, un truc qui s'appelle Hello Dev Container, mon main.py qui est toujours là, et mon pyproject.uml, ok? Donc ça, UVinit vous permet d'initialiser un projet comme cela se doit. Le pyproject.uml, on y reviendra plus tard, mais cela vous permet en fait d'avoir un projet, d'avoir un fichier qui répertorie toutes les informations par rapport à votre projet, ok? En l'utilisant en combinaison avec les managers de version comme UV, vous avez donc un projet qui est reproductible. Donc ici, ce qu'on va faire, simplement, on va faire donc UV. Donc là, on va rajouter simplement à notre projet, donc ici en l'occurrence, puisque notre projet a besoin de scikit-learn et de pandas en grande partie. Donc c'est ce que nous on va installer ici. On va installer donc scikit-learn et pandas. Ok. Voilà, ici vous voyez scikit-learn qui est présent. Vous allez voir ici également, on va avoir du pandas, ok, quelque part. Donc dans mon utils ici, dans le helper, je vais avoir pandas ici. Donc je vais devoir installer donc pandas et scikit-learn. Pour ça, je vais l'ajouter en fait directement dans le projet que je viens de créer. Donc vous faites simplement uv add donc scikit-learn, donc scikit-learn. Vous voyez, cela m'a rajouté en fait mon scikit-learn ici, ok? Donc, en faisant ça, en fait, ça me crée également un environnement virtuel directement ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller à l'intérieur de cet environnement virtuel. Pour ça, vous faites simplement source, ok, source.venv/bin/activate. Et là, je viens d'activer en fait l'environnement virtuel qui m'a été créé lorsque j'ai rajouté en fait directement scikit-learn ici, ok? Donc, je peux voir ce que j'ai à l'intérieur de mon environnement virtuel. Je fais UV pip list et cela me donne directement ce qui a été rajouté, donc ce qui est présent en fait dans mon environnement virtuel qui a été créé. Alors, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais rajouter également pandas.
Et là, vous allez voir, Pandas va directement se rajouter dans le fichier PyProject.jml. OK? Donc, je récapitule, quand j'ai fait UV init ici, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a créé donc un PyProject.jml qui va structurer tout mon projet, recenser toutes les informations de mon projet pour permettre sa reproductibilité. Donc ici, vous avez donc le nom du dossier, on va dire, du répertoire dans lequel je suis, donc dev conteneur, qui va être le nom qui va être choisi par défaut pour votre projet. La version ici, ok. Le README qui est là. Ici également, vous avez donc la version de Python qui va être utilisée pour ce projet-là. Vous avez donc les dépendances nécessaires qui sont en l'occurrence Pandas et scikit-learn pour mon projet. Et puis, grâce à ça, donc en faisant donc UV add pandas ou add scikit-learn, cela me crée en fait en réalité un environnement virtuel, donc .venvc, qui va contenir également toutes les informations donc qui est inscrit dans pyproject.jml. Grâce à ça, je vais pouvoir travailler dans cet environnement virtuel là. Et cet environnement virtuel est ISO avec le pyproject.jml qui est présent ici. Cela me crée en l'occurrence aussi un uv.log qui permet de verrouiller toutes mes dépendances pour assurer du coup la reproductibilité sur n'importe quel système. Donc là, je vais vérifier si également mon pandas a été rajouté. Voilà, vous voyez, pandas également a été rajouté exactement comme on l'a dans notre pyproject.jml ici. OK? Donc là, j'ai mon projet qui est OK. Donc, ce que je peux faire ici, et ce que je vais faire d'ailleurs, c'est je vais introduire donc les dev conteneurs. Donc, l'utilisation de l'environnement virtuel pour isoler les dépendances d'un projet est une bonne chose, mais justement, la containerisation est encore plus intéressante, comme l'a évoqué Brice à l'instant. En d'autres termes, en utilisant Docker, tout ce dont vous avez besoin en fait est un fichier de configuration devcontainer.json, comme je l'ai évoqué en introduction. Cela va régler tous les soucis qu'on rencontre généralement dans le cadre du développement, en particulier en data science. Donc, les conteneurs de développement sont en réalité des images Docker. Donc, les dev conteneurs sont des images Docker exécutées en fait sur votre ordinateur local en tant qu'environnement de développement personnalisé et complet. Il va permettre justement aux développeurs de travailler sur différents aspects de leur projet, nécessitant différents frameworks, dépendances ou versions d'un langage. Ils vont isoler justement l'environnement de chaque projet afin que les dépendances ne se chevauchent pas justement ou ne perturbent pas votre configuration locale ou d'autres projets. De plus, ils vont permettre également de standardiser en réalité l'environnement de développement. Ils sont très simples en fait en réalité à mettre en place. Et donc, c'est ce qu'on va voir donc par la suite dans cette vidéo. Alors, il y a trois façons en réalité de créer donc les conteneurs de développement, les dev conteneurs. Une première partie, c'est de partir finalement d'un conteneur prédéfini en utilisant une image de base qui nous est fournie par le registre. On y reviendra. Une deuxième partie, c'est d'utiliser en fait finalement un fichier Docker, un Docker file existant. Et un troisième, c'est d'utiliser un fichier docker compose.yaml existant. Donc, dans cette vidéo en particulier, on va utiliser donc la première version. Si vous voulez qu'on fasse les autres, dites-moi ça dans les commentaires, on essaiera de couvrir ici. Mais on va se concentrer sur la première version ici. Donc, on va utiliser donc une image prédéfinie. OK? Donc, toute la configuration en réalité du conteneur est stockée dans un fichier devcontainer.json standard dans le dossier .devcontainer. Ce package contient toutes les instructions. Donc, ce .devcontainer va contenir donc ce devcontainer.json, ce fichier-là qui est dans ce dossier, qui est dans le dossier .devcontainer, va contenir toutes les instructions pour votre environnement. OK? Donc, en réalité, vous pouvez commencer avec n'importe quelle image de base d'un langage spécifique, générer un nouvel environnement de développement et commencer à développer avec celui-ci. Créons donc ainsi un nouveau conteneur de développement pour un projet Python à partir donc d'une image de base. Vous avez donc deux options ici. Vous pouvez commencer vous-même à créer donc un dossier .devcontainer qui va contenir donc un fichier que vous allez créer également qui s'appelle devcontainer.json, ou vous pouvez utiliser simplement devcontainer et ajouter des fichiers de configuration devcontainer dans VS Code. Pour ça, on va utiliser donc l'extension ici. Soit vous faites commande Shift P ou vous cliquez sur la roue dentée à gauche tout en bas de votre VS Code.
Cela va vous donner donc commande palette ici. Vous allez cliquer donc sur commande palette. Et là, vous allez faire simplement dev conteneur. Et quand vous faites dev conteneur, vous voyez ici que ça me propose add dev conteneur configuration file. Donc, vous cliquez là-dessus. OK? Et cela vous demande en fait, première étape, choisir donc vous allez donc choisir une configuration pour votre workspace ici. Cliquez là-dessus. Ensuite, cela vous demandez en fait de choisir l'image de base. OK? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Pour ça, vous pouvez taper par exemple Python. Si je tape Python ici, cela me propose en fait plusieurs versions de Python. OK? Vous allez descendre ici. Donc moi, je vais choisir le premier Python Dev Container, développe Python 3 application. Et donc, cela va me demander de choisir l'image en particulier que je veux utiliser. OK? La version de Python ici. Donc, la version de Python ici, je vais utiliser celui-là par défaut. OK? Et là, donc, ce que je vais faire ici, donc je vais descendre. Ça, vous cliquez sur OK. Vous cliquez également sur OK. Et là, patatras, cela va vous demander en fait si vous voulez donc ouvrir en fait à l'intérieur d'un conteneur. Donc, je vais lui dire OK. Il m'a créé un fichier devcontainer.json qui contient justement l'image que j'ai choisie ici et la version de Python également. OK. Ici, j'ai choisi donc l'image qui permet d'avoir une version 3.12 de Python. Donc, c'est ce qui m'a tout simplement choisi ici. Donc là, vous voyez que ça a changé finalement. Il est en train de finalement de me créer mon environnement, mon dev conteneur, pour que je puisse exécuter mon environnement de développement à l'intérieur d'un conteneur. OK? Rappelez-vous, dev conteneur en fait a deux façons de fonctionner sur VS Code. OK? Vous avez donc en l'occurrence VS Code côté local, c'est-à-dire sur la machine hôte, local host. Donc, c'est par là qu'on a démarré donc, notre projet. Sur notre machine hôte, donc notre local host. Sur cette machine locale-là, vous pouvez utiliser donc l'interface graphique de VS Code, les extensions de l'utilisateur, les thèmes, l'UI, l'éditeur. Tout ça, c'est géré donc localement. Cela signifie que l'expérience utilisateur reste toujours fluide et qu'on peut interagir justement avec l'IDE, comme d'habitude. Et puis, vous avez VS Code Server dans le conteneur. Et lui, en fait, du tout, cela va faire en sorte qu'à l'intérieur du conteneur Docker, VS Code va exécuter une instance finalement de VS Code Server qui lui est responsable en réalité de gérer les fichiers sources et les outils associés comme le debugger, le terminal, le système de fichiers, les extensions spécifiques au projet. Tout ce qui est lié en fait au projet, comme les extensions de langage, de compilation, où tout ça va être exécuté finalement dans cet environnement isolé. Donc ici en l'occurrence, ce que je peux faire ici, c'est d'ouvrir en fait le terminal. Donc si j'ouvre le terminal ici, vous allez voir que on n'est plus dans la même configuration. Ici on est bien dans, comme je l'ai dit, dans VS Code Server dans le conteneur. Donc cela m'a créé bien évidemment le dossier que j'ai utilisé, donc dev conteneur de mon projet. Cela m'a rajouté ça ici dans le workspace, directement donc dans mon VS Code Server dans le conteneur. Donc, ici on est dans le conteneur. Tout à l'heure, en fait, on était donc sur VS Code côté local. Okay? En réalité, le code source de votre projet est généralement stocké en fait sur votre machine locale. Mais il est monté en fait dans le conteneur à l'aide d'un volume partagé qu'on appelle volume monte. Ce système de montage assure justement que toutes les modifications apportées au code source sont immédiatement reflétées en fait dans le conteneur et inversement. Cela signifie qu'on n'a pas à copier manuellement les fichiers dans le conteneur ou à se soucier de la synchronisation. Dès qu'on modifie le fichier dans VS Code local, cette modification est instantanément disponible en fait dans l'environnement isolé du conteneur. Ceci est particulièrement utile lors du développement avec des frameworks ou des fichiers souvent qu'on va vouloir recompiler justement à la volée. Donc là, vous pouvez le voir ici, je me retrouve avec tous les fichiers que j'avais en fait dans VS Code local, je me retrouve également à ces fichiers-là dans le conteneur. Voilà comment vous pouvez très rapidement avoir un environnement de développement complet pour commencer à travailler. Vous voyez, quand je regarde bien, vous avez bien tous les éléments que j'ai déclarés avant. En l'occurrence, ce fichier-là qui m'a permis d'avoir un environnement de développement comme dev conteneur.
le V-Env que j'avais construit également, ma version de Python que j'avais choisie, mon PyProject.jml, mon uv.log. Voilà un peu comment marchent les dev conteneurs. Dites-moi si vous avez aimé ce contenu. L'idée était de vous montrer de manière pratique, justement, la discussion qu'on avait eue avec Brice, comment ça marche en réalité, pour vous permettre de démarrer vos projets beaucoup plus facilement et vous éviter donc les maux de tête qu'on rencontre souvent en data science lorsqu'on a à travailler sur plusieurs projets ou plusieurs versions de package. Bref, les dev conteneurs vont vous éviter ces maux de tête-là et je voulais vous montrer comment ça se passe donc en réalité. Si vous avez aimé ce contenu, je pense que vous aimerez également la vidéo qu'on a faite également sur la manière d'installer Python correctement. Toujours dans la discussion, dans la longue discussion que j'ai eue avec Brice, où on vous montre de manière pratique comment faire cela dans le cadre des projets data science pour vous éviter également des problèmes de maux de tête. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!